Salut tout le monde, bienvenue à un épisode spécial des Geeks d'ici. Ouais. Okay. Tu trouves-tu que j'avais l'air de Kirby? T'es pas loin. Non, ça faisait film d'horreur. J'ai failli aspirer. Ouais, c'est ça aussi, film d'horreur. Fait qu'aujourd'hui, on parle de film d'horreur. On a un invité spécial, la gang, pour parler de film d'horreur, pantoute. Mais on a un invité spécial quand même. C'est sa deuxième présence avec nous au podcast Les Geeks d'ici. Un habitué maintenant, un geek assumé, qu'on adore. Mesdames et messieurs, je vous présente Olivier Croteau, auteur. Salut les boys. Salut. Allô tout le monde. Merci. C'est parfait. Merci de me recevoir encore une fois. Yes. En compagnie de Balboa. Balboa qui fait des siennes. Ça va être ça pendant peut-être les 15 premières minutes, on le sait. Parfait. 15 premières minutes, il dit non, c'est moi qui ai l'attention. Ce chat-là, il est c'est sa maison. Ouais, c'est ça. Ma maison! Tu sais, justement, dans Conjuring 2. Hey Oli, merci d'être là encore aujourd'hui. Plaisir, je suis content. Très très hot, on est là pour parler de tes projets, de comment ça se passe en gros avec ta série Destin. Ouais. Puis tantôt t'as fait mention de Attends! Quoi? Hey! Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on boit? On boit. J'ai pas peur le même. J'ai adoré vos deux faces. Aujourd'hui, on boit de l'eau. Oui. Qui vient de Cowansville. Nice. On salue tous les coins. Ok, merci. Salut tout le monde. Santé. Bon, ce que je voulais dire avant de péter ma coche, c'est que tantôt, t'as comme souligné le fait que quand t'es venu la première fois, tu nous as dit « Hey, quand je suis venu, j'avais le Purgatoire, mais il était pas publié, c'était juste en version numérique. » tu sais. Puis là, ben, il est là. Yeah! Il est là. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler seulement de lui. Non. On est là pour parler de ta deuxième bête. Je vais les mettre là, de ce côté de la table, pour qu'ils se voient par la caméra. Premier tome, hein? Yes! Le Purgatoire. Le Purgatoire. Et la plus récente publication, L'Île oubliée. Des belles machines. Ouais, je suis vraiment très, très content du résultat. Ils sont super beaux. Puis, je suis content. Parce que là, c'est concret. C'est vrai. La dernière fois que ça s'en venait, ça se publie. En fait, je pense que j'étais venu début du mois de sa publication. Le Purgatoire allait être publié. Ouais. Fait qu'il y a vraiment, il y a quasiment un an, à peu près un petit peu plus qu'un an, la dernière fois que je suis venu. Ouais. Fait que ça... C'est vraiment hot. Ouais. Puis depuis ce temps-là, le Purgatoire, selon tes attentes, mettons, il a performé comment? Mettons, on parle de vraiment bien. Ouais, plus que ce que je pensais. Ouais, tu sais, mettons que je fais... Te donner un exemple, à mes événements, mettons que sur ma table, j'ai un côté avec mes romans, puis un côté avec mes séries Destin. Ouais. Avant que L'Île oubliée soit publiée, que c'était juste le Purgatoire qui était là, dans mon volume de vente, disons, que comme je voyais au niveau de l'intérêt, les achats et tout, le Purgatoire battait tes autres livres. Ouais, tous mes autres romans combinés ensemble. Je voyais vraiment que... en fait, c'est une bonne nouvelle. J'avais sous-estimé la portée possible de ce genre de livre-là. Parce que quand je l'ai écrit à la base, c'était... Parce que moi, quand j'étais plus jeune, je jouais à des livres dont vous êtes les héros, puis je tripais sur la formule. Puis quand j'ai commencé à l'écrire, c'est que je visais un lectorat de notre âge, tu sais, le monde de notre âge, c'est mettons comme... Qui ont joué à des livres dont vous êtes les héros. Ouais, exact, tu sais, comme trentaine et plus, pour solliciter un peu la nostalgie de on va retourner dans des livres comme ça. Mais j'avais pas connaissance du fait que les jeunes d'aujourd'hui, il y a une grosse mode sur Donjons Dragons, puis je dis les jeunes, tu sais, comme fin primaire, puis les jeunes du secondaire, il y en a beaucoup encore, tu sais, contrairement à ce qu'on pense, il y en a beaucoup qui lisent des livres encore. Il y a Donjons Dragons, une grosse mode, il y a des jeux vidéo, des jeux de société, puis il y a vraiment comme un bassin de lectorat plus jeune que j'étais pas conscient. Ouais. Que j'ai soit en événement rencontré des parents qui sont comme « Oh my God, ce concept-là, c'est vraiment cool, j'en veux pour mes jeunes », ou directement des événements, mettons, dans des écoles ou quoi que ce soit, que je voyais les adolescents. Fait que, le Purgatoire a vraiment dépassé mes attentes, ce qui est une excellente nouvelle. Je suis super content. Puis avec L'Île oubliée, mais quand que je l'ai sorti, là, c'était comme une petite, vraiment comme un petit accomplissement personnel, là, vraiment, que au moment de la publication, il y a des jeunes qui venaient me voir, qui avaient joué au Purgatoire, puis qui avaient hâte que la deuxième aventure sorte. Wow! Kim, c'est hot, ça. Ouais, c'est vraiment cool. Ouais, vraiment. Excuse-moi, je vas-y. T'as coupé ce qui m'a marqué à ton lancement pour L'Île oubliée, justement, c'est le papa là, qui vient avec son fils, qui est prof, si je me trompe pas. Ouais, exact. Puis non seulement son fils lit tes livres et joue à tes livres, mais même l'école. Oui. Donc il y a vraiment un bassin de jeunes qui trippent sur ce que tu sais, puis même le corps enseignant.
aiment ce que tu fais, puis ils te suivent pour pouvoir justement continuer tes aventures. Puis ça m'a vraiment fait comme wow, comme il y a une portée dans les écoles du Québec. J'étais comme wow, c'est incroyable. C'est vrai. Pour vrai, c'est vraiment incroyable. Puis je suis vraiment content de ça. C'est ça. Autant, c'est ça, si je me souviens, c'est une école que j'étais allé, que le papa, d'ailleurs, qui était enseignant, quand j'étais là pendant la journée, c'est lui qui est venu, il a dit je vais prendre ça pour mon jeune, puis après il m'a réécrit parce qu'il était comme on a vraiment aimé l'expérience à jouer. Puis j'ai d'autres écoles aussi que j'ai. Fait que tranquillement, je commence à avoir des petits des petits points de contact dans le milieu scolaire. Puis, tu sais, comme je vois ça à long terme, puis je trouve que c'est une super bonne nouvelle parce que, mettons, moi, je retourne à l'école, tu sais, mettons, si j'ai à l'école primaire ou à l'école secondaire, puis s'il y avait des nouveaux livres dans ce style-là qui sortaient, tu sais, je serais super emballé de découvrir les nouvelles aventures. Puis, fait que si, de un, je trippe à écrire ça, puis que de deux, il y a des gens réellement qui trippent à y jouer, c'est la formule gagnante est là. Ça. Exact. Tu penses-tu que dans un futur éventuel, tu te concentrerais sur des livres comme ça ou tu continuerais quand même des histoires? Mettons que tu avais tu te rends compte vraiment, là, les années avancent, puis là, t'as série 3, t'as série 4, série 5, qui développent éventuellement. Puis maintenant, tu dis comme, ça roule trop, la demande est trop là, le monde capote, puis genre, il y a des écoles qui me demandent, quand est-ce qu'il sort le prochain. Ça serait un méchant beau problème. Ouais, c'est ça. Pour l'instant... Tu laisserais-tu l'essence, mettons, créative d'inventer une histoire qui part du point A, qui s'en va au point B, au point C, jusqu'à Z, pour un jeu? Parce qu'on s'entend, je pense que le travail que tu dois faire quand tu arrives à ce livre-là, c'est complètement différent que juste composer une histoire. Là. Ouais, en termes de volume, tu sais, mettons, tu prends, puis je dis un chiffre de même, mettons un 300 pages. Ouais. Un roman de 300 pages versus un livre-jeu de 300 pages, ça me prend le triple du temps à écrire. Okay. Parce que, de un, tu as le volet texte, histoire, puis trame narrative. Fait que t'es vraiment comme, t'as le volet écriture en soi. De deux, t'as tout le volet jouabilité, tester la difficulté, justement, toutes les mécaniques de jeu, c'est un autre volet complètement que tu dois penser, structurer, tester, voir si ça fonctionne. Puis après ça, une fois que tout est écrit, tu as de mélanger tous tes paragraphes. Puis après, c'est de tester, t'assurer que chaque point de liaison d'un paragraphe à l'autre fonctionne encore. Fait tu sais, c'est comme, c'est pas juste t'écris le livre, c'est t'écris, tu penses au jeu, puis tu testes. Tu sais, il y a vraiment... Ouais, c'est beaucoup d'étapes, beaucoup de temps, mais moi, dans mes goûts personnels, c'est ce qui me fait le plus triper, honnêtement, parce que, tu sais, j'aime les jeux vidéo, puis quand j'écris ça, j'ai l'impression de créer un jeu vidéo. Ouais. Tu sais? C'est une des choses que je trouve vraiment impressionnante, surtout comme sachant que tu fais ça tout seul. Je sais que tu es 100% seul là-dedans. J'ai mon illustratrice qui fait les dessins, mais pour la création, pour le reste, c'est vraiment... Tu demandes un peu nos feedbacks des fois. Vous pensez quoi de tel nom de personnage? Ou avez-vous des idées de tel genre de créature? Mais en soi, je veux dire, c'est toi qui concoctes tout seul. Tandis que, mettons, un jeu vidéo, ils sont 200. Ils sont une grosse équipe, Ils sont énormes, là, tu sais. Je sais pas combien, là, mais... Ouais, mais ça reste quand même deux médiums différents. Je serais curieux de voir, mettons, un jeu vidéo, parce qu'on s'entend que c'est du codage, c'est du 3D. Il y a du acting. Je serais, parce que le médium est différent, mais je serais curieux de voir, mettons, s'il y a une personne qui est capable de faire toutes les sphères de création, whatever, pour un jeu vidéo, combien de temps ça y prendrait tout seul à créer un jeu versus un livre, réellement, il y a juste le volet écriture, fait que je monte un fichier Word, finalement, dans le sens que j'ai, il y a moins de ressources nécessaires qui sont impliquées pour la création. Dans le fond, il y a trois choses principales. Il y a le texte, qui est moi. Il y a mon illustratrice pour les dessins. Puis après, il y a mon éditrice qui fait montage de maquettes. Puis il y a l'imprimeur. Mais je veux dire, il y a moins de gens qui sont impliqués. Tout le contexte créatif est fait par deux personnes. Ouais. Tandis qu'un jeu vidéo, tout ce qui touche la créativité, il y a la musique, il y a justement l'acting, il y a les décors, je suis désolé, j'ai fait un bruit de buverie dans le micro. Je sais pas si on l'a entendu, mais ça va faire comme... T'es dégueulasse. Puis là, je l'ai refait, mais c'était pas le même bruit. On l'a déjà fait aussi. On le fait régulièrement. Mais c'est ça, moi, j'admire ça, là, justement, que tu fais tout ça
tout seul, tu sais. Mais thanks. Avec Virginie, justement, qui t'aide pour les illustrations, qui sont vraiment hot. D'ailleurs, les illustrations faites par Virginie. Sont débiles, sont vraiment belles. Autant, tu sais, les covers, tu sais, elle met vraiment beaucoup de temps sur l'image de cover qui est insane, tu sais, puis même les dessins à l'intérieur, tu sais, puis ça m'a toujours fait un peu sourire parce qu'elle, les dessins à l'intérieur, tu sais, je vais en montrer un pour le fun, là. Mais c'est parce que je vais montrer à la caméra. Oh, lui, c'est drôle, je suis tombé sur lui, c'est genre mon préf. Mais je sais pas si on le voit, là. Ben, au pire, tu me l'enverras, puis je vais le poster. C'est des beaux dessins, puis elle a dit c'est des sketchs. OK. Genre, elle fait ça, okay, genre... comme si c'était une coupe de vin. C'était son terme. Elle dit c'est des sketchs, parce que pour elle, c'est pas des dessins au propre, mais je veux dire, moi, je regarde ça, puis je suis comme, OK, ben, c'est parce que je veux dire, c'est des solides dessins. Ouais, c'est ça. Je ferais jamais des dessins de même dans ma vie. C'est ça, mais vraiment très talentueuse, puis je suis vraiment content d'être tombé sur elle pour mes projets. Je veux pas, le livre, l'aventure en soi est une chose, mais le look aussi donne beaucoup de cachet au projet. Fait que, c'est vraiment cool. Puis justement, Virginie, tu l'as rencontrée comment déjà? En fait, c'est drôle ça. C'est quand j'étais en train de finaliser le Purgatoire, la maquette, mon manuscrit, j'avais commencé à planifier, trouver un illustrateur ou une illustratrice, tu sais. Puis pendant que j'étais en train de faire mes recherches, ma sœur qui me dit « Hey, j'ai une de mes amies du secondaire que je me souviens que sa petite sœur, elle faisait des dessins, puis il me semble qu'elle était bonne en dessin. Oh, fait que là, elle m'a dit « Tu iras voir sa page Instagram pour le fun. » Puis je m'en vais sur sa page. Puis littéralement, la page d'Instagram à Virginie, c'était genre, ça avait l'air comme de... c'est comme si ça avait l'air d'une page de compagnie de jeux vidéo. OK. Je regardais j'ai regardé des dessins, j'étais genre, ben voyons donc, sont bien trop beaux. Puis, non, attends, c'est pas vrai. Faut que je recule encore plus en arrière. Tout ce que je viens de dire, c'est vrai, mais c'était même pas pour le Purgatoire. C'est plus tard dans l'histoire. Non, c'est qu'à la base, c'était pour illustrer un roman que, dans le fond, je vais pas dire ça parce que c'est un secret, mais c'était un roman que je voulais écrire de fantastique, puis j'avais contacté Virginie pour faire le cover de ce roman-là. OK. Puis je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans les échanges, mais finalement, le projet a changé. On n'a jamais illustré ce roman-là, roman qui n'est pas publié, mais on a divergé vers ce que j'étais en train d'écrire à ce moment-là. Puis finalement, on a embarqué on a créé série destins comme après. Mais c'est vrai, je viens de me rappeler que initialement, c'est même pas pour ça que je l'ai contacté. Wow. C'est bon, pareil. Ouais. C'est fou, hein, pareil. Ouais, c'est vraiment drôle. C'est cool parce que justement, ça amène des méchants beaux résultats. Puis là, vous avez travaillé ensemble. Je pense que c'est une des questions qu'on avait, mais je pense qu'on peut peut-être rentrer dedans. On a monté une couple de questions. Nice. Mais à l'intérieur du livre, mettons, sur la première... Ouais, c'est ça. Sur la première ou deuxième page du livre, il y a un logo que tu as concocté, je dirais, avec elle, pour justement annoncer que dans ce livre-là, il n'y a aucune intelligence artificielle qui a été utilisée. C'était super important pour nous, puis je vais le montrer encore à la caméra, parce que je trouve ça cool. Je vais le montrer ici, parce que... Fait que c'est le petit logo ici. Ça, c'est la caméra, right? Hein? Ouais. Okay. Oui. Fait que c'est le logo Création humaine. Simplement pour mentionner que le livre contient aucune forme de texte ou d'imagerie conçue par l'IA générative. Le but derrière ça, c'est un peu triste, hein, mais c'est que dans la dernière année, moi personnellement, j'ai vu beaucoup, pas juste des auteurs, mais des éditeurs connus, des gros éditeurs, publier des trucs qui se retrouvent au Salon du Livre, puis que dans la page des crédits, tu sais, des copyright puis tout, c'est écrit couverture générée par l'IA. Ah, c'est un peu poche. Ouais. Puis tu sais, c'est sûrement une question de coût, une question de temps, une question de whatever. Puis en même temps, je veux dire, faites ce que vous voulez. Si vous, ça convient avec vous, c'est vos affaires. Mais moi, je trouve ça plate parce que un roman, tu sais, je sais ce que c'est vu que j'en écris. Un roman, pour moi, c'est une pièce artistique qui demande du temps, qui demande un investissement, je vais dire, au niveau émotionnel, c'est passionnel. Il y a vraiment quelque chose de l'auteur qui se livre à ce projet-là, puis après qu'il le partage au monde pour faire vivre des choses, pour te faire voyager, te véhiculer des messages et quoi que ce soit. Mais je trouve que par-dessus ça, quand tu fais ton cover ou si tu mets des dessins ou quoi que ce soit, ben
tu veux continuer ce chemin-là, tu veux continuer à faire vivre quelque chose au niveau visuel, tu sais. Moi, nombre de fois que j'ai acheté un livre que peut-être j'ai pas lu, mais que je l'ai acheté parce que je le trouvais tellement beau. Ouais. J'ai même pas ouvert, je l'ai vu, j'étais comme, oh my god, ça me parle, ou même tu vas au musée, tu regardes une peinture, c'est de quoi qui est fait par les humains, qui est là pour faire vivre de quoi d'autres humains, mais je trouve ça dommage quand après tu mets de côté les illustrateurs pour faire affaire avec une machine. Une machine. Ouais. Fait que dans la dernière année, j'en ai vu beaucoup de ça, puis moi, je trouve ça désolant, personnellement. Puis là, j'ai eu des discussions avec Virginie, parce qu'elle aussi, évidemment, elle travaille dans le domaine des arts visuels, fait qu'elle aussi est très, très proche de cet enjeu-là. Pas, certainement. Comment? Veut pas, c'est sûr qu'elle est affectée, là. Ouais, parce que c'est plate, mais l'art visuel, c'est un des métiers qui est comme le plus touché par l'IA. Ouais. Parce qu'à cette heure, avec n'importe quel logiciel, tu cliques quelque chose, tu as un cover en 8 secondes. Ouais. C'est ridicule, tu sais. Fait que là, on a discuté, puis j'ai proposé, parce qu'elle voyait des projets aussi qui commençaient à faire ça, qui mettaient une mention de nous, notre projet est 100% humain, 100%. Puis on trouvait que c'était une bonne idée. On s'est dit, tu sais quoi? Puis c'est ça, je dis que c'est un peu triste, parce qu'on est rendu qu'on a besoin, pas on a besoin, parce que tu n'es pas obligé de le faire, mais moi j'étais comme, je suis fier de présenter un projet qu'on a travaillé humainement, puis c'est un projet, c'est des idées originales, c'est écrit, puis c'est illustré par 2 personnes, puis je suis fier de le dire, mais fait que c'est pour ça qu'on a voulu mettre le logo, pour montrer que notre projet est 100% humain, c'est un peu un témoignage d'engagement envers notre lectorat, c'est que ce que tu achètes, tu sais que c'est écrit par moi, puis illustré par elle. Exact. Sauf, mais je trouve ça triste qu'on ait besoin de le mettre pour le mentionner. Parce que, tu sais, juste l'idée de voir le mentionner, je suis comme... Ouais. On devrait pas avoir à faire ça. On devrait, en fait, au contraire, dire ça a été fait avec une intelligence artificielle. Mais c'est ça qu'ils font. Ceux qui l'utilisent, ils le mentionnent, c'est parfait. Ouais. Mais il y en a beaucoup qui l'utilisent puis qui le mentionnent pas. Ah, c'est ça, exact. C'est ça qui est... C'est pour ça que moi, c'est comme, hey, on devrait faire ça, puis on était sur la même longueur d'onde. Fait que c'est son logo à elle. Elle a designé ça. On a fait un petit brainstorming sur différentes avenues où qu'on voulait aller au niveau visuel. Puis ce logo-là, on le trouve... En tout cas, c'était notre préf. Fait qu'on utilise ça. Fait que L'Île oubliée, en fait, a été le premier livre à arborer ce fameux logo. Parce que l'année dernière, quand on a publié Le Purgatoire, on n'avait pas encore designé ce logo-là. Ouais, mais là, on vient de réimprimer un nouveau tirage du Purgatoire, qui est bonne nouvelle. Effectivement. Ouais, fait qu'on on est retourné on est allé en réimpression, puis là, on a retouché la maquette pour ajouter ce fameux logo-là qui va être présent dans tous les séries destins. C'est vraiment cool. Ouais, je pense aussi. Je suis très fier et content de... Ben, t'as raison. Ouais, merci. Puis, l'année passée, t'étais là pour nous parler plus du Purgatoire, tu sais, justement, tu sais, un peu, c'était quoi le background de l'histoire, tu sais, qu'est-ce qui t'a inspiré, ces choses-là. Aujourd'hui, on peut parler peut-être un peu plus de L'Île oubliée. Yeah. Puis si jamais on peut se le permettre tantôt, peut-être qu'on irait vers le 3e série Destin. Parce que t'as fait un post là-dessus cette semaine. Je pense que ça vaut... En tout cas, je connais le background de ce jeu-là. Tabarnak, ça va être bon. Le 3, il va être... Le 3, il va être quelque chose. Sans rien enlever au 2, là. On est là pour parler du 2. Fait que c'est quoi qui t'a inspiré, là, je le sais un peu, mais pour ceux qui ne savent pas, mettons. OK, je vais commencer en disant que pour l'instant, c'est ça, il y a 3 séries destins qui sont confirmées. Ouais. Puis ce qui est bien, c'est que sur ces 3 séries destins-là, sont différents. On reste dans le vibe fantasy ou dark fantasy. Tu sais, c'est vraiment mon genre de prédilection. En tout cas, c'est ça que j'aime beaucoup écrire. Fait qu'avec le premier, le Purgatoire, on était... tu sais, on est vraiment... Le concept, c'est que tu es une âme errante. Tu travailles dans les enfers, que j'appelle le Purgatoire. Puis ton but, c'est de réussir à t'échapper. Donc, tu chemines à travers les différents paliers du Purgatoire, tu rencontres des ennemis, des monstres, il y a des démons. Puis c'est vraiment structuré comme un jeu vidéo. Tu sais, t'as une zone, t'as un boss à la fin, puis t'as un checkpoint. Là, après, tu peux te ressourcer. Là, t'as une autre zone, un autre boss. Puis vraiment, là, il est très challengeant. Ouais. Puis le concept du Purgatoire, c'est que t'es en enfer, t'as peu de ressources. C'est pénible.
Ça dépend aussi parce que la difficulté est déterminée par ton lancer de dés au début de la partie pour déterminer ta statistique de force. Ouais, c'est ça. Fait que puis c'est le fun parce que vu que c'était mon premier, j'avais vraiment testé toutes les difficultés possibles. Ouais. Fait que si tu lances un 1 au début pour ta force, le jeu est terriblement difficile. Tu recommences une couple de fois parce que des fois les dés sont pas de ton bord. T'es comme OK. Puis quand tu pognes un 6, que ta force c'est la meilleure, l'aventure est vraiment plus facile. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, vraiment, là, très mythologique. On est beaucoup dans la mythologie. Autant, il y a de la mythologie grecque là-dedans. Il y a des démons. Il y a toutes sortes de trucs que moi me font triper. Fait qu'on est vraiment dans ce genre-là. L'île oubliée, on est allé carrément ailleurs. En fait, moi. Je suis allé toi et tout le monde dans ta tête. Mais je parle souvent au on, puis c'est drôle parce qu'en événement, les gens ils disent qui est toi d'autre, puis je suis comme non, moi, je sais pas pourquoi je fais tellement pareil. Ouais, je parle au on de mon projet, mais dans le fond, je veux dire, c'est moi. Un gars humble. Mais l'île oubliée, je suis vraiment allé dans le fantastique pur et dur. Le concept, c'est que tu es un chasseur de monstres. Que j'ai appelé. Fait que j'ai vraiment créé. C'est l'aventure. En fait, c'est le livre dans lequel j'ai fait le plus gros world building. OK. À la Tolkien, là, genre. Là. Pas autant. Okay. Tolkien, c'est genre quoi, 20-30 ans d'écriture de world building. Là. Moi, on s'entend, c'est un 2 ans de projet. C'est quand même beaucoup de temps. Mais, non, mais dans le sens de t'as créé un monde, t'as créé des classes, t'as créé. Ouais. Plein d'affaires. Je sais pas si j'ai trop crié dans le micro, mais ouais, c'était vraiment le fun parce que à la base, j'ai hésité à en faire un livre-jeu ou d'en faire une série de romans. OK. Ah ouais. Parce que l'histoire était tellement grande que je me suis dit que je pourrais faire vraiment comme une série de romans fantastiques. Mais je me suis dit, ça serait... Moi, j'aime ça découvrir des bonnes histoires dans un jeu vidéo. Fait que je me dis, pourquoi pas faire découvrir une bonne histoire dans un livre aux gens dans mon jeu? Ah, c'est fort. Fait que c'est pour ça que là, j'ai blendé, puis là, j'ai fait, puis j'aime ça dire ça, j'ai fait vraiment beaucoup de recherches dans les 2 dernières années. Puis mes recherches égale jouer à des jeux vidéo. C'est la meilleure façon. Il a pas fait de recherche, il a abusé des jeux vidéo, pour le moins dire. Là. PlayStation a fait le recap à la fin de l'année. Ouais. PlayStation me dit que j'ai gamé 900 heures dans mon année l'année dernière. Ah ouais. C'est vraiment beaucoup. J'ai fait le calcul, c'est l'équivalent de 1 mois complet de mon année. Il y a l'équivalent d'1 mois complet de mon année, là, réparti sur que j'étais en train de jouer. Mais c'est de la recherche, c'est correct. C'est ça. C'est pas une bonne cause. C'est juste scientifique ce que tu fais. Là. Ouais, mais le pire, c'est que j'ai vraiment joué à beaucoup de jeux, puis le concept derrière ça, c'est que de 1, ben, ça me divertissait. Ben, en plus. Puis de 2, c'est que j'étais allé tellement chercher dans qu'est-ce qui fait que ce jeu-là joue, qu'est-ce qui fait que je reste accroché. OK, mais en tant que, mettons, l'histoire m'interpelle pour telle raison. OK, en tant que jouabilité, ben, je peux, mettons, crafter des armes, aller chercher des matériaux, il y a des side quests que je peux faire. J'essaie vraiment de piger dans plusieurs jeux pour voir qu'est-ce qui, moi, personnellement, m'accroche. Puis c'est des concepts que moi, je vais intégrer dans mon jeu pour que si moi, ça m'accroche, ben, je peux l'intégrer là-dedans, puis ça peut accrocher du monde dans la même optique. Puis on en est venu à faire, moi. c'est moi et mes idées. J'en suis venu à faire, à me questionner sur comment je pourrais, parce que vu qu'on est dans le fantastique, comment je pourrais adapter ce livre-là pour créer une formule plus open world. Ouais. Puis ça, c'est tough à conceptualiser parce qu'un roman, je veux dire, t'es figé dans le médium papier, mais j'ai réussi à trouver une mécanique de jeu super intéressante qui est, dans le fond, chaque fois que tu atteins un checkpoint, tu peux soit choisir de poursuivre ton aventure ou parce que les checkpoints, c'est des auberges du royaume. Ouais. Puis dans le fond, j'ai vraiment divergé, mais je vais parler de l'univers après. Mais à chaque ville, tu as une auberge, puis l'auberge, c'est ton checkpoint finalement. Fait que tu peux soit continuer ton aventure ou faire pause, entre guillemets, puis dire je vais explorer. Fait qu'à ce moment-là, tu as tout le temps le choix entre 3 choses. Tu peux soit aller voir l'aubergiste pour marchander. Fait que tu peux acheter des ressources, tu peux acheter des armes, tu peux crafter des améliorations. Fait que tu peux vraiment faire plusieurs actions pour améliorer ton personnage. Si tu n'as pas l'argent, les pièces d'or ou les ressources nécessaires, ben là, tu peux faire la deuxième action qui est d'aller chasser. Mm-hmm. C'est vraiment cool parce que pour la chasse, on a créé un bestiaire. Là, vraiment, moi puis Virginie. Genre, t'as vraiment une page à la fin sur la section de chasse. Fait que ça t'envoie à la fin du livre. T'as vraiment comme le bestiaire avec tous les monstres que tu peux aller chasser. Puis c'est que chaque auberge a son tableau de chasse.
Fait que t'as pas les mêmes créatures à chasser dépendant de t'es où. Exact. Fait que t'arrives à une auberge. C'est malade. T'as l'emblème de l'auberge, puis t'as le tableau. Fait que c'est simple. Tu lances un dé, ça dit quel monstre t'affrontes, c'est quoi ses statistiques de force, vitalité, puis c'est quoi les ressources que tu gagnes si tu l'as battu. Ouais. Fait que tu peux, comme littéralement en employant le terme, tu peux aller farmer. Ouais. Fait que tu vas farmer des monstres, tu récoltes des ressources, de l'or, t'arrives après, tu reviens à l'auberge, tu vas marchander, t'achètes des armes, t'achètes des trucs. Fait que tu level up en quelque sorte. Puis la troisième action possible, c'est chaque auberge, il y a un panneau avec des contrats. Ouais. Puis tu peux accepter un contrat qui est une quête facultative. Fait que si tu acceptes le contrat, tu y vas, puis il y a tout le temps un monstre légendaire à la fin du contrat. Que si tu bats, ben, tu as des items vraiment intéressant. Fait que le concept, t'es vraiment dans un univers fantastique. T'es un chasseur de monstres, donc un monstrier. Puis ils n'ont pas des pouvoirs. C'est pas comme, tu sais, mettons, il y a beaucoup d'influence à la Witcher. Ben oui. Mais t'es pas un Witcher. T'as pas des pouvoirs. C'est comme strictement une profession. Okay. Sur le continent, le royaume de bronze, en fait, que ça s'appelle, sur ce continent-là, le continent, en fait, est infesté de monstres. Et ben, tu as des monstriers que leur profession, un peu comme des policiers, mettons. C'est comme ils prennent à leur charge de. Dans le fond, les policiers ne font pas ça, mais je veux dire. C'est une profession. Ouais, ils prennent à leur charge de détruire les monstres. Voyons ça. On va dire ça comme ça. Fait que toi, tu commences l'aventure et tu es à une auberge, puis tu vois un panneau qui a un contrat qui est rédigé par la reine. Puis la reine, la capitale royale, a dit qu'ils ont été attaqués par un monstre qui a tué le roi, tué le prince et plusieurs autres personnes. Et ben là, elle offre une récompense de 10 000 pièces d'or à celui ou celle qui rapporte la tête de la bête. Mm-hmm. Donc, tu commences l'aventure en te disant, moi, il faut que j'aille chasser ce monstre-là. Fait que tu parcours tout le continent du royaume de bronze en rencontrant des gens, en combattant des ennemis, en level up, finalement, pour réussir à la fin à aller sur l'île oubliée où se terre le fameux monstre. Fait que c'est vraiment, là, c'est pour vrai, dans la formule, comment ça a été bâti, ça donne vraiment le feeling d'un open world, parce que tu peux faire la quête ou tu peux arrêter au checkpoint, aller explorer, aller faire des missions, mais le concept fonctionne. Mes commentaires que j'ai eu de mon équipe de testeurs, c'était genre, ça marche, puis c'est vraiment le fun. Mais une fois que tu arrêtes un checkpoint, puis tu as juste envie d'aller faire plein d'affaires pour comme, t'améliorer. Fait qu'on est vraiment, on garde la même base de jouabilité que le Purgatoire, mais je veux dire, dans la mécanique puis l'univers, on est complètement ailleurs. Puis comme je disais, j'ai fait du world building. Ouais. Fait qu'il y a vraiment, il y a des enjeux sociopolitiques, il y a des différentes professions, il y a 3 couches historiques. Parce qu'il y a le présent, il y a là, comme plusieurs centaines d'années à l'époque où il y a une grande tempête qui a ravagé le continent puis qui a amené les premiers monstres. Puis à ce moment-là, les premiers habitants qui étaient là, il y a eu une guerre, mais là, ils ont perdu la guerre. Puis ça, tu peux découvrir ces détails-là si tu lis des trucs ou tu rencontres des personnes, tu poses des questions. Puis tu as plus creux encore dans la couche historique, tu as l'époque des dieux anciens. OK. Puis ça, je ne veux pas en dire trop parce qu'il y a plusieurs secrets dans l'histoire qui te permettent de... Mais c'était vraiment le fun à faire. Là. Fait que, excusez, je viens d'accrocher la table dans mon élan d'excitation. fait que ça, puis le 3e, Série Destin, là, on s'en va encore ailleurs. Ouais. On reste dans le fantasy, mais on sombre vers le dark fantasy. Ouais. C'est le principe, parce que c'est ça ta question, hein? Dans le fond, tu voulais, je m'en viens avec le 3e. Je voulais qu'on tombe là aussi, okay. ça s'en venait. Le 3e, en fait, je voulais faire quelque chose qui fait plus cauchemar. Ouais. Qui fait plus vraiment comme... tu sais, je pense que l'idée a commencé à un moment donné, j'ai joué à Resident Evil 2, le remake qu'ils ont fait. Ouais. Puis... c'était pas mon genre de jeu au début, puis finalement, je me suis vraiment surpris à embarquer, puis à avoir peur, mais en même temps d'être comme le vibe est cool. Puis j'ai joué à Bloodborne. Ben oui. Je veux dire, si tu me parlais pas de Bloodborne, je pourrais en parler. Non, Bloodborne, que le dark fantasy, genre full gothique, full, tu sais, ça me parle tellement. Puis il y avait quelque chose dans ce genre de jeu-là qui m'intéressait. Puis je me suis dit, tu sais, à date, j'ai touché deux volets de l'imaginaire qui me plaît beaucoup, tu sais, mythologie, enfer, versus démons, puis ici vraiment fantastique. Puis le dark fantasy, j'aimerais ça l'exploiter. Fait que le concept, c'est que t'es un rêveur. Ça s'appelle comme ça. Ouais. Le personnage, t'es un rêveur.
puis tu t'endors, puis tu tombes dans le monde endormi, qui va être le titre en primeur. En primeur, vous êtes les premiers, yes! Fait, Tu sais qu'on est bon. le titre, c'est le monde endormi. Ouais. Puis le concept, c'est que tu te réveilles dans cette espèce de grand rêve là, puis tu sais pas trop t'es où, puis t'arrives à un genre de... Parce que t'as quoi à faire que je dis pas. Puis là, après, t'arrives à un grand monastère. Ouais. C'est un monastère que je nomme le Scriptorium des nuits. Puis c'est à cette place-là... C'est hot, C'est vraiment hot. Dans le nuit, nom, j'adore. il y a une texture. Ouais, je sais. Genre, je ressens le béton qui coule. Tu sais, genre, le béton mouillé, là, Ouais. je le ressens. Puis là, le concept, c'est que, Ça contrairement à, tu sais, mettons, le purgatoire, Ouais. c'est vraiment linéaire. Tu commences zone 1, zone 2, zone 3. L'île oubliée, est-ce que j'ai dit zone 1, zone 2? Il n'y a pas une compagnie de production qui s'appelle qui s'appelle zone 3, Ça je a pense, comme justement. résonné dans ma tête. Okay. C'est différent qui fait. L'île oubliée, tu sais, c'est très, comme je dis, un peu open. Mais là, je voulais faire de quoi de différent. Puis le concept, c'est que le scriptorium des nuits, ça se trouve à être ton hub. Tu sais, ton comment t'appelles ça? C'est ton lieu de recueillement, right? Ton point de ravitaillement, un peu. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que quand t'es là, tu te fais expliquer un peu tout l'historique derrière le lore, qu'est-ce qui crée ce fameux monde-là. Puis c'est que, bon, il y a une époque où il y avait une certaine divinité qui gérait le monde des rêves, mais ça a été corrompu. Puis là, il y a eu bon, je ne veux pas trop en révéler, mais là, la divinité, elle a enfermé tout le mal dans 4 cauchemars. Puis pour purifier le monde du rêve, mais en faisant ça, elle a disparu. Puis là, toi, ce qu'il faut que tu fasses pour accéder à la porte de l'éveil, puis te réveiller de ce cauchemar-là, c'est de visiter chacun des 4 cauchemars pour récolter des sables. Puis ces sables-là, il faut que tu les déposes dans le sablier intemporel. Puis une fois qu'il va être plein, ça va ouvrir l'accès à la porte de l'éveil. Fort. Mais le concept, c'est que chacun des cauchemars, c'est... j'ai sondé le monde sur ma page Facebook. J'ai dit, c'est quoi? Parce que j'étais en train de créer quelque chose, puis je suis un peu mystérieux. Je crée quelque chose, puis je veux avoir votre opinion. J'ai dit, mettons là, que je vous parle de peur, hein, puis de cauchemar, puis de phobie. Puis c'est quoi vos plus grandes peurs, vos cauchemars, vos phobies? Je veux le savoir. Puis là, il y a vraiment beaucoup de monde qui ont répondu, puis toutes les réponses que j'ai eues, j'ai mis ça sur une feuille, puis j'ai dit comment je peux structurer 4 environnements différents qui fait des espèces de groupes de ces peurs et phobies-là. Shit, c'est bon. Fait on a vraiment 4 cauchemars, puis chacun est caractéristique d'une agglomération de plusieurs peurs, plusieurs phobies. Genre la MRC de... genre les araignées. Genre. Mais il va être vraiment, vraiment intéressant. Puis c'est drôle parce que je viens de finir le manuscrit, le premier brouillon finalement. Puis j'ai fait ma première game de test la semaine passée. Puis j'ai vraiment trouvé ça intéressant, vraiment cool, vraiment différent. Puis pour vrai, j'ai vraiment le feeling d'être dans un cauchemar. Puis j'étais comme, j'ai hâte de sortir de là. Il y avait vraiment un feeling angoissant à certains moments. Fait que ouais, c'est... Quand tu fais une run de test comme ça, mettons ta première run de test, c'est quoi que tu testes principalement? Tu testes-tu le gameplay? Tu testes-tu, est-ce que tes idées se tiennent? Est-ce que, genre, tu cherches le lore? Est-ce que les items, c'est-tu balancé? Ou tu fais juste des comme je passe à travers, ça tient-tu à la route? C'est surtout, tu sais, avant de l'écrire, j'ai vraiment une grande période de réflexion. N'importe quel projet que je fais, en fait, là, c'est rare que je m'assoie puis j'écris en me disant qu'est-ce que je pourrais écrire. C'est vraiment, là, généralement, quand je suis rendu à l'étape d'écrire, ça fait déjà plusieurs mois que mes idées sont structurées, sont là, sont prêtes à être écrites. Fait que quand je l'écris, je sais où je m'en vais. Je sais où je m'en vais dans la structure générale. Je sais c'est quoi le lore. Je sais c'est quoi les boss. Je sais c'est quoi la fin. Je sais c'est... Ce serait spécial si tu le savais pas. Mais surtout comme ça, il faut vraiment que tu sois structuré des livres de même. Là. Ben tu peux pas, tu peux pas te... Tu sais, je me plais à dire, quand j'écris des romans, des fois, je me laisse surprendre. Ouais. Des fois, j'écris, puis je me dis, mon personnage va faire ça. Puis des fois, je suis rendu là, puis j'ai un petit blocage. Puis je me suis dit, bon, peut-être, et si je faisais autre chose à la place? Puis là, tu sais, je joue avec mes... Mais là-dedans, il faut vraiment que je sois structuré parce qu'il faut que tout se tienne, il faut que tout fonctionne. Mais quand vient la run de test, c'est vraiment pour balancer la difficulté. Puis pour tester justement la répartition des items, tu sais, répartition de...
t'as des items, t'as des armes, des améliorations, les boss, les forces, Fait que c'est vraiment, je teste le gameplay. S'il y a des affaires qui font pas de sens, je viens réajuster. C'est vraiment comme pour m'assurer que le jeu que j'ai pensé, est-ce qu'il est le fun à jouer? Ouais. Il est-tu trop dur, pas assez dur? Est-ce qu'il est intriguant? Est-ce qu'il y a-tu des affaires que j'ai mis, que j'ai oubliées? Fait que c'est vraiment, de tester la jouabilité, puis je dirais c'est quoi le feel général que j'ai en y jouant. Parce que je me dis, si je joue, puis je suis comme... Ben, sûrement que les gens vont pas trop. Ouais, exact. Ouais, fait que c'est. Mais je suis content du résultat, là, fait que c'est cool, c'est très prometteur. Ouais, fait que ça, c'est sur ce que je suis en train de travailler présentement. Comment ça va s'appeler déjà? Le monde endormi. Le monde endormi. Hey, j'aime vraiment cool. le nom. Nice. C'est cool. On dirait que je vois le loading screen, genre. Ouais. Le monde endormi, tu sais, comme écrit, genre weird. Là. Le vibe général, tu sais, le fameux scriptorium, là, parce que t'as 2 NPC, je les appelle de même parce que c'est ça. T'as 2 NPC. T'as la gardienne des sables, puis t'as Dunard, l'artisan d'argile. Okay. Puis le concept, c'est que moi, tu sais, il y a deux jeux qui m'ont fait vraiment triper dernièrement. Ben évidemment, t'as Bloodborne. Puis Elden Ring, la vibe quand t'es dans le Round Table Hold. Ouais. Tu sais, quand tu vas voir le forgeron qui est là, puis la musique en arrière, c'est genre full apaisant après comme une run de stress que t'as eu pendant comme 3-4 heures de jeu, right? Steph, je sais qu'il a bien aimé. 3 heures pile. C'était assez. 3 heures de stress, c'est assez pour sa vie. Mais il y avait quelque chose que je trouvais vraiment comme hot. Puis je pense que je trouve à date que mon meilleur succès avec celui-là, ça a été l'effet que j'ai réussi à créer avec ce point de ravitaillement-là. Okay. C'est que chaque fois que je finis un cauchemar, puis que j'y reviens, c'est comme, je sais je suis où, je retourne voir la gardienne des sables ou du Nord, parce que du Nord, c'est lui qui améliore ton inventaire. La gardienne des sables, c'est elle qui prend tes sables, elle les met avec toi dans le sablier. Fait qu'il y a quelque chose il y a aussi un élément répétitif que j'ai voulu créer. Qui est rassurant. Rassurant, mais aussi, tu sais, quand t'es en rêve, dans un rêve, il y a quelque chose, on dirait, tu sais, des fois, c'est la répétition d'un même concept, d'un même... Fait il y a une répétition rassurante quand tu reviens au scriptorium. Puis j'avais vraiment le vibe de... ça, dans Elden Ring, mais aussi, je voulais, tu sais, dans Bloodborne, quand tu vois la poupée. Ouais, exact. Dans le rêve du chasseur, c'est souvent qu'il l'appelle. Ouais. Mais fait que je voulais essayer de vraiment recréer comme tu sais, à ma manière, un peu comme Hotel Krat aussi dans Lies of P. Ouais, c'est ça. Tu retournes là, pis t'es comme, tu sais, t'as une nouvelle zone, tu viens de te battre comme un débile, genre dans une zone, tu t'es fait chier à recommencer la zone, genre des dizaines de fois, pis là t'es comme, t'as passé la zone, t'as tué le boss, tu reviens là, pis t'as genre des nouveaux équipements, pis tu fais quoi avec ces équipements-là, tu sais. Ouais, pis tu prends ton temps, t'es là, pis tu sais comment c'est hot. Pis y a peut-être de quoi de nouveau que tu peux découvrir dans cette zone-là, justement, qui était bloqué, que t'avais pas accès parce que t'avais pas tué tel boss, c'est ça. Genre, c'est ça. C'est hot. Ouais, mais puis moi aussi, je trouve ça vraiment cool, fait que je suis vraiment content d'avoir trouvé une formule qui permet de recréer ce sentiment-là. Puis la formule aussi est le fun parce que chaque cauchemar est vraiment cauchemardesque. Ouais. C'est vraiment ça. Là, puis j'ai testé, ils sont tous vraiment différents. Il y en a un carrément, il n'y a pas de monstre. OK. C'est ça le pire. C'est ça qui est stressant. C'est la zone. Ouais. Le challenge. C'est c'est tout ce que je dis. Je viens de comprendre c'est quoi la zone. Ah ouais? Mais tu sais, je t'en ai parlé. Ben ça, puis pour mon expérience dans les Souls-like, genre, il y a tout le temps une zone dans chacun des Souls-like qui se répète. Ouais. C'est tout le temps la pire zone. Ah non, mais c'est même pas celle-là que je parle. Non? Non, moi je parle Tomb of the Giant. Oh non! Ouais, ok. Ça. Fuck! Ok. Aucune des séquences. C'est Dark Souls 1. C'est les 3-4 qui comprennent la référence, ils vont comprendre. Une des pires zones que, comme, tu veux une zone angoissante, là. Ah ouais. C'est pas nécessairement comme physiquement difficile dans la mécanique de jeu. Non. C'est que tu vois pas le bout. Tu vois rien. OK. Tu vois pas le bout, là. Tu vois pas le bout, t'as l'impression que tu t'en sortiras jamais. Fait que ton monde, c'est ça. On voit pas le bout. Genre. Okay. T'es comme ça a été le fun à créer. Ça a été vraiment le fun à créer, par exemple. Ah, j'imagine. Ça peut être vraiment cool. Ouais. Puis ce qui est cool, je trouve, c'est que tu t'attardes à quelque chose qui est similé, abstrait, le rêve, le cauchemar, c'est quelque chose qui se passe dans nos têtes, dans des jeux certes, mais quand on rêve, on n'est pas en contrôle justement. Ouais. Fait que je trouve ça cool que même toi, tu refais ce que tu connais, on s'entend, tu l'as écrit, puis t'es comme, mon Dieu, je suis angoissé. Ouais. C'est hot, là. Ouais. Ben ouais. C'est vraiment cool. Ouais.
Ouais, je pense que j'ai réussi mon coup. Il va être fun aussi, celui-là. Mais c'est ça, fait qu'overall, je suis content parce que sur ces 3 aventures-là, je sais que c'est 3 affaires complètement différentes. Ouais, exact. Qui vont aller chercher des joueurs différents. Parce que je sais que j'en ai qui m'ont dit « Hey, l'île oubliée, c'est moins mon genre, moi je suis plus purgatoire. » Puis vice-versa, tu sais. Fait que je sais qu'il y a différentes préférences aussi au niveau du jeu. Fait que, ouais. C'est cool. Vraiment cool. C'est cool. On a hâte de voir ça. Mais pour l'instant, l'île oubliée est disponible partout. Ouais, toutes les librairies du Québec. OK. Fait que tu peux En soit... ligne? Même sur place, s'il n'a pas physiquement sur la tablette, tu peux le commander au comptoir à ta librairie. Sinon, tu peux, le commander en ligne sur le site des libraires. C'est quelque chose que je savais pas. Mais le site des libraires, c'est un site qui regroupe toutes les librairies indépendantes du Québec. Ça s'appelle le site des libraires? Oui, leslibraires.co.com. Mais c'est les libraires. Puis tu peux voir la disponibilité. Tu regardes un titre, puis ça te dit dans quelle librairie au Québec, puis il y en a combien. Fait que tu peux dire, il est là à côté de chez nous, je vais y aller, mais tu peux le commander aussi. Mettons que tu vois qu'il y a un roman spécifique que tu veux avoir, mais c'est un roman qui date de 10 ans, puis il reste juste une copie quelque part, genre vraiment loin, comme à 4-5 heures de route, mais tu peux faire la commande en ligne. Pour le transférer. Te le livrer chez vous. Wow! Ah ouais, wow. Ouais. Shit, c'est je l'ai fait livrer chez nous. Fait que tu vas sur les libraires, qui l'a en librairie, elle l'a. Ben, je vais le faire livrer. Tu prends un frais de shipping, je pense que c'est 8$, puis il te le livre chez vous. Mais Colin, c'est pas pire, là. Tu te sauves beaucoup de gaz. Ouais, c'est ça. Ou tu peux faire la collecte en magasin, mais comme littéralement, une librairie vraiment loin, tu peux le faire livrer chez vous. C'est hot. C'est quoi le site? Les libraires. Leslibraires.ca ou .com. Ouais, c'est un des deux, mais ouais. Je ne connaissais pas cette option. C'est vraiment mais ça nice. existe, ouais. J'aime ça. C'est intéressant, Maudit. C'est vraiment cool. Ça rend le tout accessible, justement, pour du monde super reculé. C'est vraiment nice. On avait des questions pour toi aussi, qu'on voulait essayer de voir, aller gratter un peu ta tête là-dessus. Moi, j'ai rien que j'aimerais demander. Vas-y, commence. Parce qu'à chaque fois que je t'écoute parler de tes livres, autant à ton lancement, ça me fascine de voir comment t'es plongé dans ton univers. Puis moi, je trouve ça super fascinant, je trouve ça incroyable. T'es quelqu'un comme nous autres qui travaille un 8-5, puis tu trouves le temps de mettre ça sur pied. Puis ça, honnêtement, t'as toute mon admiration là, pour ça, honnêtement. Mais est-ce qu'il y a d'autres genres littéraires? Là, on parle beaucoup de fantastique, de jeux. Y a-tu d'autres genres littéraires que t'aimerais t'attaquer un jour complètement opposé à ce que t'as déjà écrit? À ce que j'ai déjà écrit. Ouais. Que t'aurais pas eu la chance ou que tu sais qui germe dans ta tête, t'es comme dans peut-être 5 ans je vais faire ça, mettons. Je te dirais, parce que outre ces livres-là, autre que ceux-là, j'ai publié du horreur, suspense. Fait que je dirais vraiment comme côté horreur, suspense, j'en ai écrit, c'est vraiment fantastique, comme ma première trilogie aussi qui était fantastique. Dans le genre, pas. J'ai l'air d'être en train de. C'est des romans fantastiques. Les gens ont capoté. Mais un genre, OK, c'est pas quelque chose que je n'ai jamais écrit. C'est quelque chose que j'ai écrit, que j'ai juste jamais publié. OK. C'est un genre que j'adore, que j'affectionne particulièrement, mais que c'est juste. J'ai du contenu qui pourrait être prêt à être retravaillé, révisé, puis éventuellement publier ça pour le présenter puis jouer un peu dans cette catégorie-là, mais c'est de la poésie. Oh, wow! Ouais. Moi, j'adore ça. Il y a une fois, je suis déjà allé, justement, avec ma copine, on est allé dans un bar où il y avait un open mic pour lire des poèmes. Puis ça m'a tout le temps intrigué. J'ai toujours voulu le faire. Puis je suis allé. J'ai lu des poèmes devant du monde. Hey, c'est je savais pas que t'avais lu des poèmes devant le monde. Ouais, des poèmes. T'as lu les tiens, dans le fond. Les miens, ouais. Hey, c'est cool. Ouais. C'était-tu bien reçu? Ouais, vraiment. Reçu, ben, c'est une place, que c'est comme. C'est un bar à Montréal, le Bistrot Paris à Montréal. Merci la suceuse. Bistrot Paris à Montréal, que je pense c'est à chaque ça se peut que je me trompe, mais chaque deuxième dimanche du mois, quelque chose comme ça, ils font un open mic pour le monde peut venir parler, lire des trucs. Puis on est allé 2 fois, je pense que j'ai lu 2 fois des poèmes. On est peut-être allé plus souvent, mais il y a 2 fois que j'ai été game de lire. OK. Parce que c'est stressant, lire. Ben, c'est sûr. Oui, tu te mets à nu ouais. de ton écriture, de ta personne. Ouais, puis la poésie, c'est différent de mettons ça, tu sais, ça, je veux dire, c'est de la fiction, whatever, mais la plupart de mes poèmes, en fait, la majorité de mes poèmes, c'est écrit littéralement comment tu te sens dedans. Puis tu peux tu peux jouer avec les mots, tu sais, comme un peu
colorer ça, mais ça reste comme full personnel. Fait que la poésie, puis j'ai vraiment, j'ai comme un recueil de poèmes qui est semi-prête chez nous que je suis juste pas game de publier. Ouais. Parce que c'est ça, c'est comme t'en as mis un petit peu dans ton lunaire. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est comme ma façon d'être sneaky, de jouer avec la poésie sans le jouer vraiment. Mon roman Lunaire, qui a comme une très grande dimension poétique et abstraite. Il y a le personnage de Jared, qui est le patient dans l'Institut psychiatrique. Jared, c'est un écrivain. Puis c'est un poète. Puis il est très dans sa tête, puis il est très dans ses mots. Puis la manière, son éloquence, la manière qu'il parle, qu'il dit, il y a vraiment un contraste entre le dialogue de Hélène, la psychiatre, puis de Jared, le patient. Puis quand il parle beaucoup, il parle de façon énigmatique, il parle en vers pratiquement, tu sais. Puis c'est drôle parce qu'il y a plusieurs poèmes qu'il va réciter, que c'est des poèmes que j'ai réellement écrits, que j'ai recyclés dans cette histoire-là. Cool, puis j'ai fait la même chose dans L'île oubliée. Ah ouais? Mais t'en avais mis, je pense, dans le Purgatoire aussi, à quelque part. Ouais, mais le Purgatoire, tout ce qui est écrit là, je l'ai créé pour le Purgatoire. OK, mais pour L'île oubliée, t'as recyclé du stock. Écoute, c'est parce que j'ai eu... OK, 19, il me semble, de mémoire, c'est paragraphe 19. J'ai tellement relu ce livre-là que c'est fou qu'il sait par cœur. Paragraphe 19. C'est le merle, qui est un barde. OK? Puis le merle, en fait, c'est un poète. C'est un NPC que tu rencontres au début de l'aventure, puis que tu peux choisir ou non qui t'accompagne pendant ton aventure. Puis s'il t'accompagne, mais il faut que tu le protèges pendant que tu chemines. Mais le merle est du genre à s'émerveiller de tout autour de lui. Il est un peu fatigant, tu sais. Il est un peu genre, waouh, il est de même, tu sais. Puis il va chanter des chansons. Puis, mais comme, il est fatigant, mais attachant. Ouais, tu l'aimes pareil. Mais tout, genre, sans exception, tous les poèmes ou les chansons qu'il récite, c'est des poèmes que j'ai écrits. Que tu avais déjà écrit. L'île oubliée. Wow. Que c'était beaucoup des trucs dans des poèmes abstraits ou des poèmes sur la nature ou des poèmes sur un prince ou whatever. Puis que ça fitait tellement dans mon univers que j'ai trouvé un moyen en écrivant l'histoire, finalement, tu sais, comme l'intrigue puis la trame narrative, ben il y a quelque chose dans cette intrigue-là. Parce qu'il y a une intrigue secrète à travers l'intrigue que si tu parles à assez de monde puis tu fouilles assez, tu peux découvrir les secrets de l'histoire. Mais le merle, il raconte des secrets. Puis à travers ces chansons, fait que c'est réellement comme ça a été un autre personnage à travers lequel j'ai exprimé des poèmes que j'ai écrits avant de penser à ce livre-là. Ouais. C'est hot. Ah! C'est hot. T'avais l'air de continuer sur un élan, là, c'est pour ça que j'ai arrêté la mienne. Non, j'allais juste dire que pour répondre à ta question, ce serait probablement à m'amener de m'assumer, puis d'arrêter, mettons, de pas me cacher derrière un roman, mais d'y aller vraiment comme all-in avec un recueil de poèmes, puis d'être comme, voilà ce qui se passe dans ma tête pour vrai. Sache que nous serons là. Si tu le fais. Nice. Mais ouais. Mais je trouve ça vraiment cool. Ouais, thanks. C'est vraiment fucked up. Moi, je me pose la question, justement, tu parles du merle, puis tu sais, du merle, excuse-moi, du merle. Le studio Merles. Le studio Merles. Tu parles de ce personnage-là, puis tu parles de recycler, mettons, du stock. Ouais. Est-ce que, mettons, à travers tes livres, il y a un concept ou un personnage que tu veux essayer, mettons, de prendre dans un livre, puis de l'adapter dans un autre, puis qui deviennent récurrents? À date, non, pas directement, mais volontairement et très subtilement, tous mes livres ont une connexion indirecte que moi je connais, que moi, je m'amuse, avec ma première trilogie, L'Ange Gardien, qui était ma trilogie de fantastique. Tu sais, mettons, si je regarde, ça c'est vraiment comme moi qui joue avec mes propres projets, je me fais des propres easter eggs qui sont pas assez évidents pour que les gens fassent comme « Oh shit! » Mais si je te le dis, puis après tu le lis, t'es comme « Ah, ben oui. » Comme Le Purgatoire. Initialement, c'était dans L'Ange Gardien, tome 3, de Michael, l'archange, puis Lucifer qui s'en vont en enfer. Puis le Purgatoire, c'est l'environnement des enfers que j'ai créé dans ce tome-là. Si tu lis le tome 3 de L'Ange Gardien, puis tu vois tous les différents environnements, puis tu fais l'aventure, tu es littéralement dans cet environnement-là. Fait que ça, c'est comme un gros easter egg que j'ai... Excuse-moi, j'avais un autre. Et... C'est de la faute de l'eau. L'eau est très pétillante. Oui, appétit. Fait que ça, L'île oubliée, il y en a un, mais je ne dirais pas c'est quoi. Ah, shit. Parce que je vais spoiler.
mais mes romans aussi, tu sais, mettons... mais je vais spoiler si je le dis, mais Un conte de feu, puis Amniotique, c'est que c'est dans la... Un conte de feu? Non, je vais spoiler. Mais il y a vraiment... Je vais juste répondre par oui. Au final, tout ça pour oui. Mais c'est parce que... Ouais, je vais spoiler. Mais oui, c'est pas le rien parce que mais il me les a passés pour que je les lise. Ouais, Ok. c'est ça, exact. Mais t'as pas lu la trilogie de l'Ange Gardien. Non. Mais... Ça t'est passé aussi. OK, je vais... Spoilez-moi rien, dans le fond. OK. Puis pour l'Ange Gardien, non, passe-y pas tout de suite. OK. Je dirais pas pourquoi, mais passe-y pas tout de suite. OK. Fait que lis... Là, moi, je t'ai intrigué encore plus parce que tu dis ça. Fait que lis les 2 livres que je t'ai amenés. OK. Puis après ça, je vais te passer l'Ange Gardien. OK. Ou attends encore un peu. Attends encore un peu. Écoute, essaye, attends. Mais lis les 2, puis attends. OK. C'est cool, hein? Ça me semble pas gentil, mais d'accord. Mais je sais pas pourquoi, attends. Non, c'est correct, parce qu'effectivement, tu sais pas pourquoi. Mais j'aime le mystère quand même. Mettons, attends 2027. Ah, tabarnak, Ok. attends, là. Ouais. C'est loin, ça, là? C'est correct, on va le réinviter rendu là. OK. Ben, on va l'inviter avant aussi. là. Prochaine Oui. question. Prochaine question. Bon, on a déjà parlé de tes projets futurs. Mais moi, j'en ai une pour lui. Ah oui, donc? Que je l'avais marqué, mais comme ça va bien avec ce que tu as dit par rapport à ta poésie, justement. Ouais. Tu prends quand même du galon en tant qu'écrivain. Ça fait quand même plusieurs années que tu écris. Mhm. Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même en tant que personne à travers ton écriture? Si tu compares, mettons, le Olivier, livre 1, Olivier qui vient de publier L'île oubliée. Olivier 2014 versus 2024, Comme- qui est sorti le dernier. là. Sur moi, volet écriture ou sur moi, volet personnel? Personnel. Ben, c'est bon, ça, comme question. C'est très bon. C'est très bon. C'est une excellente question. Ça nécessite un peu de réflexion, mais ben, ça m'a appris à me connaître. C'est tout. Mais Oui. tu vois, mais juste ça, je trouve que c'est bon quand même. Mais non, mais ça m'a appris à me connaître de... Mettons, je reviens à l'époque de l'Ange Gardien, tome 1. Quand je l'ai écrit, c'était ma première expérience d'écriture. Puis moi, j'étais déjà, avant ça, la genre de personne qui commence plein de projets puis qui finit jamais rien. Parce que tout m'intéresse. Fait que, tu sais, une semaine, je dis, ça m'intéresse, je commence. Puis l'autre semaine, ça. Fait que, tu sais, je commence des choses que je finis jamais. Puis je me souviens, ça a été relativement marquant, mais L'Ange Gardien, l'écriture de ce roman-là, était le premier gros projet que j'ai réellement complété. À 21 ans. Wow. Tu l'as complété à 21. Je pense que oui. Fait, je finis ça. Puis pendant le processus de création, j'étais comme dans ma tête, comme j'étais socialement inaccessible. J'étais tellement dans la création, puis dans les idées qui germaient, puis j'étais tellement tout le temps dans ma tête que j'étais vraiment dans un mood de c'est plate, mais quelqu'un me parlait ou puis j'avais de la misère à être vraiment présent avec toi, vraiment comme à t'écouter, puis à être là, parce que j'étais tout le temps dans ma tête. Puis avec le 2e tome, ça fait ça. 3e tome, ça fait ça. Puis j'ai eu plusieurs accrochages au niveau comme social dans mes relations parce que j'étais pas présent. J'étais trop dans ma tête. Puis là, c'est pas vraiment différent aujourd'hui. Je veux dire, j'ai encore mais je suis plus conscient, j'arrive un peu plus, ça va faire 10 ans là, que j'écris. Fait que j'arrive un peu plus à comprendre, quand j'ai ces élans créatifs-là, je sais comment je suis, je sais comment me structurer pour dire, OK, là, il faut que j'aille écrire, faut que j'écris, puis j'ai mes moments faut que je décompresse, j'ai mes moments aussi pour dire, gars, mon écriture, parce que des fois, je prends des semaines off à job, une semaine de vacances, Ouais. pour écrire. Ouais. Ma semaine de vacances, c'est chez nous, puis je fais mon 8 à 5 d'écriture. Fait que ça me permet de me donner des blitz d'écriture, puis de me garder plus de temps pour plus tard. Mais je pense que, tu sais, au niveau processus, au niveau comment je suis quand je suis en processus d'écriture, ça m'a aidé à reconnaître les signes, puis réussir peut-être à filtrer un peu mieux. Puis au niveau aussi personnel, ça fait... t'as reparlé poésie, tout, ben, je pense que j'ai appris à écrire un peu plus avec moi-même qu'écrire à partir de choses qui n'existent pas. Tu sais, au début, j'inventais des choses sans nécessairement mettre du moi. Puis avec Amniotique, j'ai mis vraiment beaucoup de moi dans ce livre-là, ce qui fait que je pense que c'est une des raisons qu'il est vraiment très bien reçu. Les commentaires que j'ai, les gens adorent le personnage de Thomas, parce qu'il dit le personnage de Thomas est tellement vrai, mais c'est qu'il y a 75% de Thomas que c'est vraiment moi, tu sais, puis un 25% que c'est de l'exagération pour rendre ça un peu plus fictif. Mais
Ouais, fait que je te dirais apprendre à me connaître au niveau volet créatif, puis comme me structurer dans mon fil d'idées, puis au niveau personnel, ben, d'être capable de pas avoir peur de mettre plus de moi pour rendre, tu sais, parce que le but, comme j'ai dit au début de notre entrevue, notre rencontre, notre échange. De l'épisode. De l'épisode, c'est que tu veux faire vivre quelque chose au lecteur. Avec n'importe quel médium artistique, tu veux faire vivre quelque chose aux gens. Puis le meilleur moyen de faire vivre quelque chose, c'est de créer quelque chose d'authentique. C'est d'y mettre du tien, d'y mettre réellement des choses qui te touchent pour vrai ou qui sont vraies dans ton fort intérieur. Puis je pense que je le fais un peu plus, ou beaucoup plus en fait. Je pense que c'est ce qui fait que mes projets sont de plus en plus vrais, entre guillemets. Mm-hmm. J'ose un peu plus à ce niveau-là. Fait que, wow. Voilà. Ça répond à ta question? Merci, absolument. Merci de t'être ouvert comme ça. C'était bon, c'était cool. C'était vraiment beau. Bois ton eau. Tu mérites une gorgée. Il y a quoi dans ce verre? De l'eau. De l'eau de Cowansville. On sait pas ce qu'ils mettent là-dedans. Mais... On sait pas ce qu'il y a à Cowansville. Mais ça me fait penser, par rapport à une autre question, justement, tu viens de parler, on a parlé quand même un bon chunk là, de la trilogie de l'Ange Gardien. Par rapport à cette première trilogie-là, ce premier projet-là, comment tu t'es senti justement quand tu as finalement publié ça, ton sentiment d'accomplissement, il était dingue, là, je me souviens. Oui, je me souviens quand j'ai publié l'Ange Gardien. En fait, quand j'ai eu mon acceptation de mon éditeur, qui ont dit on accepte. T'en cherchais un, c'était long, là, ce processus-là? J'ai envoyé mon manuscrit à une vingtaine d'éditeurs, autant au Québec qu'en France. J'ai eu une acceptation en France, mais c'était strictement à compte d'auteur, puis c'est une maison qui maintenant, je sais, est reconnue pour accepter absolument tout. Okay. Tout ce que tu envoies, ils te l'acceptent, mais ils te demandent de payer des sommes exorbitantes. Puis tu n'as pas les droits sur ton projet. Puis tu sais, c'était comme... C'est vraiment un peu... Mais tu sais, quand tu as ta première expérience, puis tu sais pas un peu les dangers du milieu, puis qu'il y a quelqu'un qui te dit oui, tu es prêt à tout pour publier ton projet. C'est facile de tomber dedans. Là. Puis j'ai pas été trop loin de dire oui, mais en même temps, je me suis je sais pas, on dirait que ça semblait un peu boiteux leur formule. Fait que j'ai dit, ben gars, je vais essayer d'être un peu plus patient. Puis là, mon éditeur, l'Apothéose, eux autres, quand ils m'ont dit oui, j'ai tellement été content. Puis je les ai rencontrés, puis ils m'ont parlé de leur plan d'affaires. Puis c'est à compte d'auteur, mais c'est beaucoup plus en partenariat. Tu as une somme à débourser pour l'impression de tes livres, mais ils s'occupent vraiment de plein de choses. Ils vont t'offrir le service de montage du livre, ils te distribuent en librairie, ils t'inscrivent à les gros salons du livre, Montréal, Québec, Sherbrooke. Fait que tu as vraiment une expérience éditoriale pour vrai, puis tes droits sont 100% à toi. T'sais, tous mes droits sont à moi. Il n'y a personne qui possède rien sur mes histoires. Fait que ça, pour moi, ça valait de l'or. Puis quand ils m'ont dit oui, puis j'ai fini par signer, je me souviens, je travaillais à mon ancien job au gym. Ouais. Puis dans ma tête, je me suis C'était réglé, là. C'était réglé, genre j'étais une rockstar, j'allais être riche, puis je me souviens parce que j'ai rencontré mon boss cette journée-là parce qu'on avait comme un genre de rencontre de coaching ou whatever, puis il était en train de me dire ça fait pas ça correct, ça faut t'améliorer ci, ça, puis je me souviens dans ma tête, tout ce que je me disais c'est je me fous ce que tu me dis parce que ça achève. Ouais, ça achève. Je vais partir dans pas long, je vais être riche, les gens ont accepté mon livre, c'est malade. Puis j'ai eu mon premier je dirais l'exercice de conscience à mon premier salon du livre. Je pense que c'était à Québec. Ouais, c'était à Québec. En fait, je dirais, comment je dirais ça, c'est ma première, mon gros challenge au niveau humilité. Hein, c'est quand je suis arrivé au salon que je me suis dit, yo, moi, je vais aller là, je vais vendre des livres, ça va être malade. J'ai apporté une caisse avec 100 copies. J'avais une boîte de 100 exemplaires. Je les ai tous apportés en me disant, je suis au salon, c'est sûr, je vais tout vendre. Puis finalement, dans ma journée, j'ai vendu 0 livre dans ma présence. Puis là, ça a fait genre, tu sais, reviens sur terre, lui. Puis là, je parle à mon éditeur, puis j'étais un peu découragé. Puis il me dit, non, mais il dit, c'est normal parce que un salon comme ça, il me dit, tu sais, t'es nouveau sur le marché littéraire, dans le milieu littéraire, sur le marché, c'est ton premier roman. Il dit, en moyenne, les ventes de nouveaux auteurs, comme ça, qui vont à leurs premiers événements, c'est entre 0 et 3 copies. C'est dingue, hein? C'est fou. Puis là, t'es comme, OK. Fait que là, je suis redescendu sur terre. Puis cette première année-là était un peu plus difficile parce que, tu sais,
t'es à des événements, les gens ne te connaissent pas. Fait que les gens viennent te voir, puis en même temps, t'es pas à l'aise de présenter. Des fois, t'es gêné, puis c'est ta première expérience. Fait que au début, c'est difficile de parler de ces livres, parce que t'es comme, ben, c'est une histoire d'ange puis de démon. Puis là, les gens sont comme, OK, mais puis là, t'es pas trop convaincant dans ce que tu dis, fait que les gens embarquent moins, puis c'est juste normal, tu sais, parce que plus t'es à l'aise, plus t'es confiant, plus t'as vraiment t'as de quoi autour de ton éloquence, je veux pas, quand tu présentes n'importe quel produit, que ce soit en vente, n'importe quel domaine, milieu artistique, tu parles de ce que tu fais, moindrement que tu as une étincelle dans le regard, tu es passionné, les gens ont envie d'embarquer avec toi, tu sais. Mais au début, quand tu es un peu plus intimidé par le milieu, tu sais pas sur quel pied danser, puis t'es pas encore t'es pas à l'aise même de présenter ton propre projet, ben la première année, je vendais pas grand-chose autre que mon monde proche. Fait c'est drôle parce que maintenant, je suis conscient de ça, puis maintenant, tu sais, aussi, je veux dire, j'ai développé une certaine... T'as pris de l'expérience. J'ai pris de l'expérience, puis je suis un peu plus à l'aise en événement de jaser aux gens, puis tant mieux s'ils le prennent, tant mieux s'ils le prennent, pas grave s'ils le prennent pas, tu sais, mais dans le sens que le premier, comment j'ai réagi la première fois, c'était genre, oh yeah, let's go! Let's go! The sky's the limit, The sky's the limit! Finalement, non, patience, livre, patience, ça prend, surtout dans le domaine du livre, il y a tellement de projets qui se publient. Maintenant aussi avec l'auto-édition, il y a comme n'importe qui peut auto-éditer. Fait que je veux dire, vu qu'il y a moins de barrières dans le processus, ça fait qu'il y a tellement de monde qui publie. Puis tu vas à un salon, tu rentres, tu sais pas où regarder, il y a tellement de stock, il y a des livres partout. Fait qu'il y a tellement de produits que c'est normal que quand c'est ton premier, puis que c'est ton premier événement, puis que tu es dans une table un peu dans le fond du salon, que les gens ont probablement déjà dépensé leur cash avant d'arriver à toi. Puis ça n'a rien à voir avec la personne que t'es. Ça n'a rien à voir nécessairement avec ton livre qu'ils n'ont pas lu. S'ils ne l'achètent pas, c'est juste... Il y a plein de facteurs qui font que c'est normal quand tu sors ton premier livre que tu fais pas des ventes tout de suite. C'est bien correct, mais ça, faut que tu l'apprennes, puis faut que tu le vois, puis tu prennes de l'expérience. Puis... Mais le sentiment de « je vais lâcher ma job ». C'est hot, hein? Let's go! Ouais, ça, c'était quand même c'était un bon moment. C'est drôle. C'est très drôle. T'as-tu une autre question? Tu parlais en fait de justement au niveau de ton premier roman égale première critique. Ouais. Comment tu vis, comment que tu composes justement avec ça, même encore aujourd'hui peut-être, que ce soit de ton monde proche, de ton éditrice, que ce soit de la critique journalistique. Ouais. Comment tu composes avec ça? Est-ce que tu arrives à te détacher? Est-ce que, mettons, tu lis une critique puis positivement ou négativement, ça te rentre dedans, d'un bord ou de l'autre? Moi, je suis d'opinion que ça va toujours être difficile. Quand tu fais critiquer, surtout quelque chose qui est aussi proche de toi qu'un livre que tu écris, ou que ce soit une peinture que tu fais, ou un film que tu as réalisé, ou whatever. Quand tu as une critique négative, au début, c'est sûr que c'est difficile à recevoir. Sauf que ce qui m'a aidé avec le temps, contrairement au début, dans les premières années, justement, ça pouvait me mettre à terre, carrément. Mais ce qui m'a aidé avec le temps, c'est que... Parce qu'on s'entend, j'ouvre une parenthèse, t'as 50 personnes qui te disent « ton livre me fait triper ». Puis t'en as une qui dit « j'ai trouvé ça horrible ». Ouais. Mais tu vas fixer ça. Tu oublies les 50 qui ont trippé, puis t'es juste comme « comment ça, t'as trouvé ça horrible ?» Puis là, t'essaies de justifier « non, mais OK, mais... » Ça n'a juste pas collé. Non, puis c'est ça que j'ai appris, c'est que t'as rien à justifier, puis tu dois rien à personne, puis personne ne te doit rien, puis une œuvre, c'est tellement propre à chacun. Parce que j'ai déjà vu un de mes livres, puis des livres de d'autres auteurs, le même livre que quelqu'un dit, honnêtement, je le mets dans la liste des meilleurs livres que j'ai lus dernièrement, c'est tellement bon. Puis d'autres qui ont dit comme, ça m'a vraiment rien fait, il m'a pas touché pantoute. Puis c'est la même œuvre. Est pareil, puis quelqu'un adore, quelqu'un aime vraiment moins. Puis là, c'est là que tu essaies de relativiser, puis tu te dis, ben, c'est vraiment subjectif. Puis tant mieux si j'arrive à toucher quelqu'un avec mon histoire ou avec mes jeux, tant mieux si j'arrive à divertir. Puis s'il y a quelqu'un qui me fait une critique négative, mais là, j'arrive beaucoup, beaucoup plus qu'avant à faire comme, ben OK, je suis désolé, je trouve désolé, mais en même temps, je veux dire, je peux rien faire de plus que, je veux dire, moi, c'est ce que j'ai écrit, puis si ça te parle pas, ben tant pis, je veux dire, ça veut dire que c'était pas fait pour toi, simplement, ça veut pas dire que, parce que ton œuvre n'a pas été appréciée par une personne que
ton œuvre est pas bonne ou que toi-même, en tant que personne, tu perds de la valeur. C'est ça. Ouais. Rien, tu sais, ça n'a pas marché pour cette personne-là. C'est ça, mais c'est parce qu'on est... c'est facile de le prendre sur nous, hein, puis de faire comme « Oh shit, OK, t'as une critique négative, donc moi, en tant que personne, j'ai perdu de la valeur. Mm-hmm. » Mais ça veut rien dire. Mais à cette heure, j'arrive à composer beaucoup plus qu'avant avec ça. Puis c'est bien correct, parce qu'en même temps, tout le monde a ses goûts, tout le monde a ses préférences, puis en même temps, si moi, je focus plus sur ceux qui me reviennent avec du positif, je suis content, parce que c'est ça le but premier, c'est d'arriver à faire vivre quelque chose à du monde, puis je suis conscient que c'est pas nécessairement tout le monde que tu vas toucher avec ce que tu fais, mais rien de plus à ajouter. Voilà. Mais je trouve ça le fun comment tu arrives à compartimenter, mais à relativiser justement. Ouais, mais il faut. Fait que c'est parce que oui, effectivement, ça peut être surtout, mettons, le toi de 21 ans qui publie. Mais oui. Tu sais, je pense à moi à 21 ans. Ouais. Je me faisais critiquer dans un travail universitaire, puis je trouvais ça rough. Là. Ouais. Fait que je peux pas imaginer te faire critiquer par justement des journalistes ou peu importe des gens en ligne qui lisent ton œuvre. Ouais. T'es vraiment sur la place publique. Là, donc, la pire affaire qui m'est arrivée, c'est justement, c'est un salon dans le temps de mes premiers romans, L'Ange Gardien. J'étais où? J'étais à Trois-Rivières. Je ne sais plus j'étais où, mais je pense que c'était là. Puis une madame qui apprend, elle arrive, puis là, en tout cas, je veux pas imiter du monde, mais elle arrive, tu sais, vraiment que elle a l'air un peu au-dessus de ses affaires. Là, s'il te plaît. Non, mais c'est juste dans sa gestuelle. Tu sais, elle arrive un peu à l'air au-dessus de ses affaires. Puis là, elle est sur ma table. Puis là, elle prend mon livre, tu sais. Puis là, elle fait ça. Puis elle dit rien. Oh boy. Puis là, je dis bonjour. Tu sais, faut le gentil. Tu sais, bonjour, ça va bien. Voulez-vous que je vous parle de mon livre? Puis elle est juste comme non, c'est bon, je lis. Là, elle fait ça. Ta gueule. Puis là, elle fait non, mais check ben, non. Puis là, c'est pas ça. C'est correct, au pire. T'as le droit de le lire, c'est correct. Mais là, c'est juste qu'elle est comme. Ouais, elle dit OK. Puis là, moi, je veux essayer de faire la conversation parce que ça commence à être malaisant parce qu'elle est là, puis elle fait juste. Elle dit rien. Fait que je dis. Moi, c'est tout le temps pour savoir si est-ce que ça vaut la peine, je te parle de mes livres. Fait que ce que je demande, c'est quoi votre genre de lecture, tu sais, pour m'assurer que. Puis elle fait, moi, je lis juste ce qui est bon. Puis elle s'en va. Ah! Ouais. J'aurais fait une jambette, je pense. Ouais, je vous jure. Je pense figé là. Ouais, oublie ça. J'étais comme, OK. Puis là, il y avait quelqu'un à côté de moi, parce qu'on est plusieurs auteurs. Puis il y a juste l'autre qui m'a regardé, puis j'étais genre. Fuck off! Ouais, ça m'avait vraiment profondément atteint. C'était au début, là. C'est dans mes 2 premières années, puis ça m'avait vraiment comme. Peu importe c'est quand. Puis là, après, tu prends ton livre, puis tu lis, tu dis, mais voyons, qu'est-ce qu'elle a vu? Qui est pas bon. Mais oui, en tout cas. Comme si c'est elle qui détermine ce qui est bon. Ben, c'est ça. Mais tu sais, fait que des fois, c'est qu'il y a des critiques négatives qui peuvent être amenées de façon constructive pour, mettons, des projets à venir. Mettons quelqu'un qui dit, OK, mais pour tes prochains projets, tu sais, peut-être que si, peut-être que ça peut bien passer. Mais en même temps, tu sais, ça, c'est complètement gratuit. Puis il y a quelque chose avec les critiques négatives aussi que les gens, il faut qu'ils sachent, c'est que, tu sais, surtout dans le roman, puis dans les films aussi, c'est applicable. Tu sais, un roman, généralement, là, c'est pas juste un auteur. Tu sais, des fois, il y a un auteur ou une autrice, mais il y a une équipe de révision, il y a une équipe d'édition, il y a plusieurs personnes qui passent sur le livre. Fait que quand il sort, c'est toute une équipe qui a eu un consensus global, qui au final, on dit voici ce qu'on publie. Puis des fois, il y a des gens qui font des critiques négatives, vraiment en blastant une œuvre, comme s'ils ont l'impression que on va retoucher l'œuvre après, mais comme le livre est sorti, le livre, je sais pas qu'est-ce que ta critique négative peut faire le constructif sur l'expérience de lecture que peut-être quelqu'un d'autre a eu, mais c'est comme le livre est là, il existe. Je sais pas que veux-tu qu'on fasse de plus. Ouais. C'est ça qui est ça. Ouais, fait que je dirais même une critique négative, ça dépend de la manière qui est amenée. Ouais, toujours. Parce qu'en bout de ligne, ça reste une appréciation en bout de ligne, tu sais. Ouais. Si t'aimes pas ça, t'es pas obligé de le dire que t'as pas aimé ça. Ouais. Mais tu peux mettre de l'emphase sur ce que t'as aimé, par exemple. Ouais. Ça, c'est constructif. J'ai de la misère à croire que dans tout, il n'y a rien de bon. T'sais. Ouais, bon, on en a parlé. On en a parlé il n'y a pas tant long. Mettons, je prends un exemple sur Acolyte. Il y a plein de choses de cette émission-là qu'on n'a vraiment pas aimé. Ouais. Mais en soi, il y avait des affaires cool. Là, les combats de Sabre Laser, c'était cool parce que ça rendait hommage à ce qu'on s'attendait de l'époque de ces Jedi-là. On vient de changer, on est rendu dans Star Wars. Mais tu comprends l'idée de... Non, mais c'est ça. Puis c'est quoi d'autre qu'on a écouté qui était vraiment nul? Rebel Moon. Ouais, Rebel Moon. Tu parles pas à notre Je faisais exprès de te regarder. C'est bon! Mais c'est vrai, Rebel Moon...
La version de Snyder, le Snyder Cut, là, c'était pas bon, là. C'était plus long, puis je pense qu'il y a quelque chose de les slow-mo. Ouais. Par exemple, l'avantage du Snyder Cut, c'est que, tu sais, dans la première version, c'est qu'il y avait des slow-mo tellement longs pour rien, mais dans la version du réalisateur, les slow-mo étaient habités parce qu'il voulait faire ce gore, fait que les slow-mo étaient habités par des explosions de sang. Ouais. Fait que là, tu fais. Il y avait un peu OK, plus de contexte. Mais c'est pour ça que le slow-mo était si long, parce que dans la vraie version, c'est qu'il y a de quoi de dynamique qui se passe dans les éléments de slow-mo. Mais ouais, là, on embarque dans un autre débat. Là. Ouais. Mais sur le point de la critique, puis c'est ça qu'on parlait ensemble, c'est comme mon devoir cette année que je me suis donné, c'est d'être plus tempéré. Autant positif que négatif, de pas être dans les extrêmes de c'est un chef-d'œuvre ou c'est de la merde. Mais d'être comme. Moi non. Tu sais, ça peut être bon, mais il y a ça que j'ai peut-être moins aimé, ou j'ai pas aimé pour telle raison, mais je sais qu'il y a du bon pour ça. Mais si je peux me permettre, il y a quelque chose, je trouve, d'une certaine façon, de justifier dans ta colère, disons. Mettons une œuvre comme Star Wars, parce que tu regardes derrière, tu sais, derrière ce qui se passe dans la production et tout. On part d'une œuvre qui a été créée par un auteur, George Lucas, qui a été créée par lui, puis qui a des bases solides et établies qui sont là. Puis c'est quand... Moi, c'est ça que je comprends ta frustration, c'est quand tu as une équipe complètement par rapport qui reprennent l'œuvre et qui disent « Hey, ce que l'auteur d'origine a établi, nous, on décide que c'est pas ça. » Ouais. C'est ça qui est difficile parce que tu te dis, ça, c'est comme ne pas respecter une œuvre d'origine puis de décider de faire sa tête sur quelque chose qui, au niveau contractuel, maintenant t'appartient, mais réellement, c'est comme l'idée et pas de... Niveau moral, peut-être. Je comprends la frustration, tu sais. Fait que ça, c'est parce que ça, c'est différent de juste, tu sais, une œuvre fresh que t'as jamais entendu parler, que tu reçois, puis que t'es comme, ça, j'ai pas aimé, mais ça avait du sens, tout. C'est différent de, justement, on dirait un manque de respect envers un auteur, du contenu original d'un auteur. Fait que, fait que je comprends le tempéré, qui est bien, mais en même temps, je comprends... Oui, il y a les deux pôles, mais j'essaie de l'être juste... Tu viens de parler, toi, t'es un humain qui se met à nu, littéralement. Pour dire que j'essaie d'avoir plus cette conscience-là, qu'il y a des gens derrière les œuvres. Fait que personnellement, on dirait que j'essaie de me tempérer plus que je l'ai déjà été. Je m'excuse à Exorcist Believer de ne pas l'avoir été. C'est vrai qu'il était assez rough. J'étais très rough. Ça, tu l'as échappé. Comment tu l'as donné 1 sur 10? J'ai donné 1 sur 10. J'étais vraiment en beau fusil quand je suis sorti de ce film-là. Puis le 1 sur 10, j'étais pas de bonne humeur. Non, c'est ça. Mais j'essaie de me dire, il y a quand même des gens qui consacrent 1 an, 2 ans, 3 ans de leur vie derrière ça. Fait que peu importe que moi je l'ai apprécié ou non, on dirait que j'essaie d'être plus conscient de ça. Ça veut pas dire que je vais tout aimer, là. Mais peut-être juste que si j'ai moins aimé ça, je vais moins me concentrer sur ça, puis peut-être juste dire comme, hey, j'ai pas aimé, mais là en arrière, puis va de l'avant, puis regarde autre chose. Ou fais autre chose, peu importe. C'est plus là que j'essaie d'aller. Moi, je suis bien d'accord avec ça. Ça va dépendre de la suite d'Exorcist Believer, peut-être, mais on va voir. Parce qu'ils font une suite. Ah, c'est officiel? Oui, mais ils changent de réalisateur. Attends, non, c'est pas une trilogie? Il n'y avait pas comme... Oui, c'est une trilogie. Ok. Tabarnak. Ça va être mauvais, là. Ben, si ça continue dans ce ligne-là, mais comme tu dis, ils ont changé de réalisateur, fait qu'il y a des bonnes chances. Il a été renvoyé, fait. Voilà. OK. Je repars pas sur ce sujet. Ils vont étirer la sauce. J'ai peur. Mais, cool. Hey, dans un autre ordre d'idée, une dernière question, je pense. Ouais. Ça a du sens. Ben, c'est toi qui sais. Puis, oui, je le sais. C'est pour ça que je la propose. On sort là, complètement de tes livres, on sort de tout, là. Good. C'est quoi le film que t'attends plus cette année? Oh! Le film que j'attends le plus cette année? Ouais. Pas série, là. Film. Tu peux dire série aussi, si tu veux. On pourrait y aller avec les deux. OK. Ma série, c'est le mois prochain, Daredevil. Ouais. Non, je sais pas si Born Again. Dernière fois que je suis venu au podcast, tu disais que c'était lui ton héros préféré. mon héros préféré, Daredevil. Ouais. Il y a quelque chose avec ce héros-là qui est très dans le... Comme l'anti-héros, mais pas anti-héros, mais ça, il est tellement comme... tout l'aspect comme... C'est comme un ange déchu, on dirait, ce personnage-là débile. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils font, puis de voir s'ils vont rester fidèles à l'œuvre d'origine. Mais le film, honnêtement, c'est Fantastic Four. Ouais. OK. Le trailer t'a allumé, toi. Moi, là, la série WandaVision me fait capoter à cause du vibe de... Enfin, quelqu'un qui l'aime. Hey, c'est vrai qu'il y a personne qui a aimé ça. Il y a juste lui et En fait, c'est pas vrai, je suis le seul qui a pas aimé ça. Mais c'était tellement bon. Ouais, j'ai adoré ça, mais j'ai trouvé dans le trailer de Fantastic Four la petite musique, là. La petite musique du dégelé dans la tête, là, comme la musique, puis eux autres qui arrivent, c'est un vibe, on dirait années 70, puis il y avait vraiment comme une esthétique, j'étais genre, wow, ok, ça me parle.
Puis le fait que, tu sais, OK, au début, on était tous un peu en désaccord avec le casting parce qu'on s'est dit, Pedro, on l'aime, mais pourquoi Mais encore Pedro à l'écran? Ouais. Mais en même temps, je me suis dit, ils sont tellement allés chercher un bon casting. Puis là, il part un film de Fantastic Four que enfin le MCU nous offre un Fantastic Four. Ouais. Puis First Steps ne peut vouloir dire que on part quelque chose, soit on part quelque chose de big, ou c'est le film qui va nous donner des réponses à plein de questions qu'on avait. Fait il y a quoi? Il y a vraiment, là, ça va être un pilier. Ouais. Je sens que ça va être un pilier, ça va être un bon divertissement. Puis à date, c'est juste le trailer. Le film est encore loin, mais je trouvais que les effets spéciaux avaient l'air, ils étaient malades. Ouais. Fait, ouais. Ça serait ça. Ouais, ça serait ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que justement, le film des Fantastic Four, je crois que pour le MCU présentement, dans la saga actuelle, mettons, Secret Wars et compagnie, ça va être le film le plus important. C'est ce qu'ils ont besoin. En Toute ce la moment. gang, c'est ce film-là qui va déterminer si cette saga-là va être béton ou genre ça va couler. Mais je trouve ça a l'air fresh. Dans le sens que j'ai regardé le trailer, puis si tu m'avais pas dit c'est MCU, j'aurais pas eu le feeling que c'est un film du MCU. Ouais. Il y a quelque chose, on dirait, de. Ouais. Il y a on dirait qu'ils ont travaillé une formule différente de. Je suis intrigué. Ouais. Ouais. Moi aussi, je suis intrigué. Mais j'ai peur. Tu sais, c'est difficile d'avoir espoir, je trouve, avec le MCU dernièrement. Mais en tout cas, à date, ce que j'ai vu, c'est ça. Je peux pas dire que ça a l'air pas bon. Ce qui s'en vient, parce que c'est pas vrai que ça a l'air pas bon, je pense, tu sais, quand on a regardé ensemble. Non, c'est intéressant, c'était notre mot. C'est ça. Intéressant dans le sens où, OK, ouais, tu sais, il y a de quoi qui va se passer, je suis intrigué, tu sais. Donne-moi en plus. Pour l'instant, c'est un peu mon feeling là, de ça, mais je pense que ça va être un bon film. Overall, je pense que ça va être un bon film. C'est le même gars qui a fait WandaVision, d'ailleurs. Ah! Il les réalise, ouais. Tu vois, Bon, OK. Fait que ça fait du sens. Vraiment beaucoup de sens. Ça boucle la boucle. Ouais, cool. Très fort. Voilà. Ah, mais c'est cool, merci d'avoir donné tout ça. Plaisir. On est à la fin, je pense. OK. On est rendu là. Yes. Oli, merci encore. Merci. Fait plaisir d'être là. Merci de m'avoir reçu encore une fois. Je suis toujours bien content de vous jaser. Merci d'être venu. Merci de nous avoir parlé de tes beaux projets qui sont là, puis des projets qui s'en viennent. On a hâte. Les livres sont disponibles partout, dans le fond, comme tu dis. Un peu comme notre podcast. Disponible sur toutes les plateformes, peu importe si vous écoutez un podcast. T'as vu la transition, genre, pow! C'est parfait. La bulle. Non, mais c'est ça que je voulais dire. Fait que disponible sur toutes les plateformes. Peu importe si vous écoutez votre podcast, on va être là. Puis cet épisode-là filmé va être en plus de ça sur YouTube. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, l'autre TikTok. On est là. Ali, c'est où qu'on peut te suivre, toi? Pour t'encourager, maintenant qu'on veut. Ouais, j'ai une page de Facebook, c'est Olivier Croteau. Croteau? J'ai vraiment... Je avec un circonflexe là, sur le haut. Je suis un peu fatigué, peut-être. C'est donc... il n'y a pas d'accent circonflexe, mais c'est Olivier Croteau. Je l'ai encore fait, hein? Mais il était moins pire. Qui était moins pire. Donc, Olivier... Croteau, comment dire son nom? Qui suis-je? Olivier Croteau, auteur. Ça, c'est ma page Facebook professionnelle. Puis sinon, j'ai un Instagram qui est Oli Croteau, auteur. Voilà. Je pense que c'est Oli _ Croteau. Ouais. Croteau, auteur. Croteau. Faut que tu aies changé tes pads après Fait que cet c'est là, épisode. ça parle de l'accent sur tout. Je mets un chapeau sur chaque O, c'est bon. C'est ça le plan. Ouais. Mais oui, fait que allez l'encourager, achetez ses beaux livres, vous allez voir, vous allez triper. Non seulement c'est des expériences et des histoires qui sont fascinantes, mais en plus de ça, en termes des livres-jeux, c'est des casse-têtes qui nous font sacrer puis serrer des dents, mais ça vaut la peine. La récompense est nice. Le sentiment d'accomplissement, un peu comme tu as eu quand tu as publié ton premier livre, il est là quand tu complètes un esti de zone dans les livres. Fait que chapeau là-dessus, chapeau au travail que tu fais pour tout ça. Merci encore une fois d'être venu. Yeah. T'as-tu un mot à ajouter là-dessus? Juste un énorme merci de ton temps. Hey, plaisir. Encore une fois. Ça fait un plaisir. Cool. Plaisir partagé. Hey la gang! Restez geeks. Restez-vous. Restez cool. Yes! Yes! Il connaît sa job. Ciao! Ciao. Bye.